webinaire va vous plaire, que vous allez être étonné, ravi, impressionné, j'espère, par des histoires d'amour. Mais n'oubliez pas, bonjour tout le monde, n'oubliez pas que derrière, il y a aussi l'histoire, le poids de l'histoire, évidemment. Donc, parfois, des intérêts économiques, politiques, religieux parfois. D'accord? Donc, nous allons parler un petit peu de tout ça. Donc, je vous souhaite la bienvenue et nous allons commencer alors, par une toute petite activité. Alors, je vais vous demander d'observer les personnages. Alors, ce ne sont pas tous les personnages que je vais mentionner dans ces webinaires, d'accord? Juste quelques-uns. Alors, est-ce que vous reconnaissez des couples? Alors, si c'est le cas, vous pouvez, s'il vous plaît, m'envoyer le numéro, d'accord? Par exemple, le 3, alors les dames en haut et les hommes en bas. Donc, vous me dites le 3 avec le 9, le 4 avec le 7. Alors, pour certains, c'est très facile. Alors, Eva, Senitsa, 2 et 6. 2 et 6, oui, tout à fait. Tout à fait, 2 et 6. Oui, exactement. Alors, 5 et 7. 5 et 7. Non, 5 et 7, non. Alors, 5, je pense que c'est facile à reconnaître. Non. 5 et 8. Alors, je vois que Caroline envoie 5 et 8. Oui, mais bien sûr. Alors, je crois que c'est Caroline. Alors, le garçon qui est avec Marie Curie, est-ce que c'est son mari, Pierre Curie? Est-ce que c'est de lui dont je vais parler? Est-ce que tu peux me dire, Carolina? Oui et non. Non, Carolina, désolée. Exactement. Je vois qu'Anna a répondu non. Et ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Alors, ce n'est pas encore le moment de parler de Marie Curie, mais ça viendra. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu d'où est-ce que vous regardez? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous habitez? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes à Varsovie? D'accord, Anna est à Varsovie. Alors, est-ce que vous venez d'autres villes, des villes exotiques comme ça? Oh oui, j'ai vu une ville exotique. Bon, Mokotów, c'est pas très exotique. Poznań, Cracovie. Bonjour, bonjour Carolina. Bonjour. Gdansk, Nowy Dwór. Oh, j'ai très envie de visiter cette ville. Łódź, très exotique prononciation. Łódź. La mienne ou la prononciation de Łódź? Grouillette de Łódź. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, Eva. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne connais pas ta ville. Alors, je connais déjà pas mal la Pologne, mais je ne connais pas Łódź. D'accord? Donc, tu me diras ce qu'il y a à visiter à Łódź. Ben, je suis très content, Eva, que tu nous écoutes. Hein, donc, tu me diras ce qu'il y a de beau à visiter. Alors, évidemment, c'est un plaisir pour moi de vous parler. Gajówka Zachodnia. Oh, un petit village. Bonjour, Johanna. Bonjour. Alors, c'est un véritable plaisir pour moi de vous parler. Alors, des personnages français que je connais forcément un peu mieux. Mais ça a été aussi un plaisir de m'informer, de faire des recherches sur ces personnages polonais. D'accord? Donc, notamment parmi les femmes, il y en a une qui a attiré mon attention. Je suis tombé amoureux de cette femme, je vous dirai laquelle. Et on commence, on y va. Donc, quelles sont ces histoires d'amour? Alors, on va commencer par notre premier couple. On va aller dans l'ordre chronologique, d'accord? Hein, pour que ce soit plus facile. Alors, nous partons au XVIIe siècle avec Marie Darquin et Jean III Sobieski. Alors, désolé pour toutes les prononciations en polonais, d'accord? Je m'en excuse. Alors, je sais que vous connaissez ce personnage, le personnage de Marie Darquin. Nous, en France, on la connaît comme Marie Darquin, ou le nom
polonais qu'elle a pris ici, Marie Casimir, d'accord? Mais je sais que vous la connaissez comme Marijenka. Alors, c'est une histoire d'amour qui a plus ou moins bien commencé. Alors, et de manière très modeste, puisque Marie était la dame de compagnie d'un autre personnage, en fait, français, dont nous aurions pu parler aussi, mais je trouvais que c'était peut-être moins intéressant. Hein. Il y aura un deuxième épisode sur les histoires d'amour entre les personnages franco-polonais, parce qu'il y en a finalement beaucoup, et on ne peut pas aborder en une heure tous ces couples. Alors, Marie d'Arquin, elle a accompagné Marie-Louise de Gonzague en Pologne. C'était sa dame de compagnie. D'accord? Ça se faisait très souvent à l'époque. Les reines voyageaient avec tout un personnel, des domestiques et des dames de compagnie. Alors, quel était le rôle de ces dames de compagnie? C'était principalement un rôle politique. C'était des rôles politiques. L'idée, c'était de les marier à des nobles locaux pour qu'elles puissent, ces femmes, avoir une certaine influence. D'accord? Donc, n'oubliez pas que c'était principalement cet objectif. Mais, avec cette idée, Marie d'Arquin fait un premier mariage avec, alors je change la diapositive, donc voilà Marie d'Arquin, qui s'est mariée d'ailleurs 2 fois avec Władysław et Jean-Casimir Vasa. Et donc Marie d'Arquin, elle va épouser Jean Zamoyski. Alors, ces personnages va la rendre très malheureuse. Alors, d'abord parce que il a attrapé ce qu'on appelle à l'époque, enfin, qu'on appelle en dehors de la France, le mal français. C'était la syphilis. Et alors, en France, évidemment, on l'appelle pas le mal français, on l'appelait le mal italien. On se refilait les noms de maladies qui n'étaient pas très agréables, très sympathiques. Et il va contaminer sa femme. Donc, Marie va avoir des accouchements très difficiles, très douloureux, puisque son mari lui a transmis cette maladie. Zamoyski va la rendre très malheureuse. C'était un homme colérique, il buvait beaucoup, il partait en guerre. Ce n'était pas un couple évidemment qui s'aimait et il va la délaisser. Il va la délaisser. On a de lettres de Marie qui lui demande de revenir le plus rapidement possible. Si vous ne revenez pas, il n'y aura pas de cha-cha. Je vous laisse deviner ce que c'était le cha-cha, mais en tout cas, elle a énormément souffert de solitude. Et suite à ce mariage, elle faisait énormément de fêtes. Elle invitait les nobles de la ville de Zamość et c'est là qu'elle a rencontré Jean Sobieski. Alors, ça a été un coup de foudre des deux côtés. Et très rapidement, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés en cachette. Et entre-temps, le mari meurt relativement jeune et va s'établir entre Marie et Jean Sobieski une correspondance. Mais entre Jean Sobieski. Mais Jean, il avait peur un petit peu de cette Française qui se montrait un petit peu trop entreprenante. Elle était trop ouverte à son goût. Donc, il a retardé un petit peu les choses. Et c'est Marie qui a insisté pour qu'il l'épouse. Donc, ils se sont mariés en secret et la Pologne de l'époque, évidemment, a crié au scandale puisque il n'était pas au courant de ces mariages qui a mis mal à l'aise toute la société. Ensuite,
Alors, vous connaissez sans doute mieux que moi l'histoire, puisque ça concerne surtout, enfin, l'histoire du monde chrétien à l'époque. Mais c'est surtout, j'imagine que à l'école, vous étudiez énormément cette partie de votre histoire. C'est Jean Sobieski qui a libéré l'Europe de l'invasion des Turcs. Alors, je vais vous donner la date exacte. C'était le 11 septembre 1683. Alors, c'est tout près de Vienne que Jean Sobieski, avec beaucoup moins de soldats, un contingent moins important que les Turcs, réussit, après 12 heures de bataille, à chasser les Turcs. Et c'est à partir de là, je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire, alors les Viennois, pour fêter la victoire du monde chrétien, ont créé un petit gâteau, un petit dessert en forme de croissant, d'accord, en forme de demi-lune. C'est ce qui a donné naissance au croissant, d'accord. C'est pour commémorer cette bataille. Et ensuite, évidemment, alors toute l'Europe va féliciter Jean Sobieski, sauf notre roi Soleil, Louis XIV, qui était très jaloux. Il n'a pas participé à cette guerre, à la libération de la ville de Vienne, et il s'est montré très, très jaloux. Ensuite, alors, je change ma diapositive. Alors, et ils ont eu, comme dans les contes de fées, beaucoup d'enfants. Alors, malgré la maladie que Zamoïski, Sobieski lui ont transmis, alors, elle a eu 4 enfants avec Zamoïski et 14 enfants avec Sobieski. Alors, évidemment, vous savez qu'à l'époque, les enfants, la mortalité infantile était assez importante. Donc, c'est finalement 2, 3 enfants, il me semble, qui ont survécu. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de visiter le Zamość encore. S'il y a quelqu'un qui nous écoute depuis cette ville, il peut très bien nous laisser un petit message pour nous raconter ce qu'il y a à visiter. Mais Marie d'Arquien, qui a visité évidemment Versailles, qui a rendu visite au roi Louis XIV et qui les traitait très souvent d'égal à égal, on a des lettres d'elle en fait où elle lui dit mon cousin, mon frère, ce qui est quand même incroyable pour l'époque. Et elle nous a laissé ici à Varsovie un petit Versailles, hein, un petit Versailles. Vous savez qu'il y a en Europe et même ailleurs plusieurs copies de Versailles et Villeneuve en fait partie. C'est une merveille. Alors, ce sont des photos que moi j'ai prises quand je suis arrivé à Varsovie. C'est un site merveilleux, merveilleux. C'était en plein été. Il faisait très, très chaud. Et évidemment, on reconnaît tout de suite, quand on connaît Versailles, on connaît euh, qu'il y a des similitudes entre Versailles et Villeneuve. C'est un site magnifique, magnifique. Eh bien, Sobieski va mourir à Villeneuve et d'une apoplexie et on raconte, alors je n'ai pas eu le temps de vérifier si c'est vrai ou pas, on raconte que son personnel avait énormément bu et que quand il a demandé au secours pour qu'on vienne l'aider, ils ne l'ont pas entendu parce qu'ils étaient ivres. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou pas. En tout cas, il est bonjour de Varsovie. En tout cas, l'histoire ne s'arrête pas là puisque Marie va vivre encore quelques années. Il va y avoir une querelle politique avec son fils et finalement, elle décide de rentrer d'abord à Rome où son papa avait été nommé euh, cardinal et représentant de la France à Rome et ensuite elle rentre en France où elle va mourir.
Elle va mourir. Voilà. Donc, on peut dire que ça, c'est une véritable histoire d'amour, malgré les conflits, malgré les maladies, malgré les querelles politiques, mais ça a été une véritable histoire d'amour. Alors, j'avance un petit peu dans mes diapositives. Alors, et nous passons au deuxième couple. Alors, Marie, désolé pour ma prononciation, Marie Leczinska et Louis XV. Alors, vous pouvez m'envoyer dans vos commentaires si vous connaissez un petit peu l'histoire de cette reine polonaise, la seule reine polonaise que la France a eue. Et si vous demandez aux Français quelle reine les a marqués, quelle reine ils aiment, ils vont parler de Marie Leczinska. Vous savez que l'une des reines les plus célèbres en France, c'est Marie-Antoinette, mais elle était détestée. Les Français n'aimaient pas les reines étrangères et Marie Leczinska, c'est une exception. D'abord parce qu'elle a été très féconde. Elle a eu beaucoup d'enfants, principalement des filles qui ont eu une destinée incroyable. Et ensuite parce que c'était une reine modeste, une reine très généreuse, très charitable. Et les Français, au début, ils avaient un petit peu de mal avec elle, à l'accepter. Et petit à petit, ils ont compris que c'était une femme avec une grande bonté. Elle a énormément fait pour les gens démunis de l'époque et elle a réussi à se faire aimer par le peuple. Ça n'a pas été le cas de son mari, qui est mort détesté par le peuple. Alors, Marie Leczinska, qui était-elle? Alors, vous connaissez l'histoire sans doute mieux que moi, parce que oui, exactement. Lunéville, c'est la capitale de la Lorraine, enfin de la cour de Stanislas en Lorraine. Alors, vous connaissez l'histoire de votre roi qui n'a jamais réussi vraiment à régner sur la Pologne, mais il a régné sur une région en France qui s'appelle la Lorraine. Et si vous demandez aux Lorrains aujourd'hui, aux habitants principalement de Lunéville, de Nancy, ils vont vous dire beaucoup de bien parce que Stanislas, ce roi polonais en exil, a laissé énormément de choses. Il a à ces deux villes. La place principale de Nancy s'appelle la place Stanislas et il est très aimé. C'est un personnage très aimé. Il a fait énormément de choses pour la ville. Il l'a embelli, amélioré, il l'a rendu célèbre un petit peu en Europe puisque il recevait le roi Stanislas. Une fois qu'il a renoncé, il a compris qu'il n'avait plus la possibilité de régner en Pologne, il s'est installé dans cette cour à Lunéville et il a reçu la haute société européenne de l'époque. Donc il y avait des fêtes, il y avait des salons littéraires. C'était un roi très très instruit qui invitait les intellectuels de l'époque. Quant à Marie Leczinska, alors c'est un petit peu l'histoire de Cendrillon. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot en français, c'est un conte. D'accord? C'est un conte. C'est cette princesse pauvre qui devient princesse. Alors, elle était d'origine modeste, elle n'avait pas une situation économique très facile. Suite à tous ces exils, ils vivaient de manière un petit peu difficile partout en Europe. Ils se sont installés à Wissembourg, ensuite à Lunéville, mais ils avaient beaucoup de problèmes économiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à l'époque, on ne va pas rentrer dans les détails politiques, mais c'est une histoire assez incroyable puisque Marie Leczinska a été un choix parmi 99 candidates. On avait peur que le roi Louis XV n'ait pas d'héritier. Il fallait le marier au plus vite. Il fallait faire très vite, puisque on avait peur que si jamais il venait à mourir, le régent
à aller prendre le pouvoir. Et évidemment, ça ne plaisait pas au clan des Bourbons. Le duc de Bourbon, il décide de faire une liste avec sa maîtresse de l'époque, de faire une liste des possibles reines. Alors, les Anglaises, elles sont écartées puisqu'elles sont protestantes. Les Danoises et les princesses prussiennes sont écartées parce qu'elles sont calvinistes. On met de côté les trop jeunes, on met de côté les trop vieilles. Donc, ils se sont rendus compte qu'il ne restait pas grand monde. Et il restait parmi cette liste toute petite finalement, Marie Leczinska. Et ce couple, un petit peu diabolique, du duc de Bourbon et sa maîtresse, mais on trouvait que c'était la candidate idéale parce que elle ne faisait pas peur, elle n'était pas ambitieuse, donc elle ne représentait pas un danger véritable. Ce qui a été plus ou moins le cas. Ça ne veut pas dire que c'était une reine effacée, qu'on pouvait faire d'elle n'importe quoi. Absolument pas. Absolument pas. Elle avait son caractère, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas d'ambition politique particulière. On la connaît principalement en France parce que elle, en plus de son côté généreux, de sa bonté naturelle, elle a été très féconde. Elle a eu beaucoup d'enfants, principalement des filles qui ont une destinée assez incroyable. Et en fait, la cour s'est rendue compte que toutes ces filles qu'il fallait marier, qu'est-ce qu'on allait faire d'elles? Ils se sont débarrassés, entre guillemets, des filles les plus petites et ils les ont mis dans des couvents. Évidemment, ça a été un déchirement pour les parents, pour Marie Leczinska et pour Louis XV, qui aimait beaucoup ses filles, ses enfants en général, mais surtout ses filles. C'était un papa attentionné, très attentionné. Et en fait, à la cour sont restées 3 ou 4 filles. Je me souviens plus le nombre exact. Alors, je vous montre quelques-unes de ces enfants. Alors, et on connaît le mot célèbre de Marie Leczinska, toujours grosse, toujours couchée, toujours à accoucher. Accoucher, ça veut dire avoir des enfants, d'accord? Donner le jour à des enfants. Donc, c'est un jeu de mots. On ne sait pas évidemment si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça a été sa destinée. Hein. En 10 années, elle a eu 9, 10 enfants. Et un jour, elle décide, quand le roi Louis XV commence à se détacher petit à petit d'elle, elle décide de lui fermer sa porte et de ne plus avoir de rapport avec lui. Alors, à partir de ce moment-là, le roi commence à prendre des maîtresses, dont la plus célèbre, et que vous connaissez. Si vous êtes plus rapide que moi, allez-y sur le chat. Comment s'appelle cette maîtresse très célèbre? La première, la toute première. Il en a eu beaucoup. Attention, Louis XV, c'était un homme à femme. Mais comment s'appelle cette première maîtresse royale? Madame de Pompadour. Exactement, exactement. Il a eu beaucoup de femmes, d'accord, mais la plus célèbre, c'est Madame de Pompadour. Alors, évidemment, pour n'importe qui, c'est un déchirement quand on sait que notre partenaire nous trompe, mais dans la royauté, c'est un petit peu différent. Malheureusement, c'était la destinée de ces femmes. Il fallait que le roi montre sa virilité en prenant des maîtresses. Donc, ces reines, ces princesses étaient un petit peu habituées. Elles savaient au fond la destinée, la triste destinée qui les attendait. Et de manière assez étonnante, Marie Leczinska a accepté Madame de Pompadour. D'abord parce que la Pompadour avait un amour sincère pour le roi et surtout, elle respectait la reine. Elle la respectait. Donc, au début, évidemment, il y a eu des histoires, des jalousies, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il y avait une forme de respect. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces mots,
puisqu'il en faut une, plutôt celle-ci qu'une autre, aurait dit Marie Leczinska. Donc, c'était une manière de dire, ben, finalement, pour une maîtresse royale, elle n'est pas si mal que ça. Et heureusement, enfin, entre guillemets, Marie Leczinska est morte avant de connaître la deuxième maîtresse euh, de Louis XV. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer rapidement, si vous êtes plus rapide que moi? Non, pas Madame de Maintenon. Attention, Madame de Maintenon était la maîtresse, la femme, l'épouse de Louis XV. C'est alors Emilia, bravo, excellent Emilia, c'est Madame du Barry. Alors, Marie Leczinska, on a épargné ces chagrins à la reine puisqu'elle est morte avant. Elle est morte avant. Alors, Madame du Barry, ce n'était pas du tout Madame de Pompadour. C'était une femme qui avait des origines modestes, mais c'était une femme, qui était beaucoup plus insolente, plus arrogante, ambitieuse. Et ce n'était pas le cas de Madame de Pompadour. D'accord. Donc, bon, Marie Leczinska est morte avant et, encore une fois, on lui a épargné ce chagrin hein, de devoir se battre avec cette maîtresse royale. Alors, et nous passons tout au début, un film a été réalisé sur ce sujet. Oui, mais bien sûr, tout récemment. Tout récemment, vous pouvez me mettre des commentaires. Je n'ai pas vu ces films. Il a été très critiqué en France. Tout comme, d'ailleurs, puisque nous allons parler de Napoléon, alors vous connaissez le dernier film qui est sorti sur Napoléon. Alors, en France, vous savez, on a du mal un petit peu avec ces films historiques quand le protagoniste est français. Parce qu'en général, on détourne l'histoire et les Français n'aiment pas qu'on ne respecte pas son histoire. Alors, le film sur Napoléon, il n'a pas du tout été apprécié en France. Je vous l'ai dit sincèrement parce que il a été fait par un réalisateur anglais, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une vision très anglaise sur Napoléon. Et le film sur Madame du Barry, alors, il n'a pas été apprécié parce qu'on montre une Madame du Barry un petit peu trop vulgaire. Il paraît qu'elle ne l'était pas. Je ne suis pas historien, d'accord? Je ne suis pas spécialiste. Mais euh, ce n'est pas tout à fait la réalité. Vous avez aussi un autre film, le film de Sofia Coppola sur Marie-Antoinette, qui est sorti début des années 2000. Et oui, Yvonne, tu es d'accord avec moi? Et alors, c'est la même chose. On montre une Marie-Antoinette un petit peu trop, comment dire, superficielle. Oui, elle l'était. Elle l'était. N'oubliez pas qu'elle avait 16 ans. D'accord? Qui n'est pas superficielle hein, à 16 ans? Et, mais dans ces films, Sofia Coppola, elle a pris certaines libertés avec la vérité historique. OK? Enfin, peu importe. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces personnages historiques. Évidemment, on peut inventer, romancer une histoire, surtout quand il s'agit des histoires d'amour. Alors, Napoléon et Marie Walewska. Tout d'abord, je suis étonné par l'admiration que les Polonais ont pour Napoléon. Je sais que dans votre hymne national, vous mentionnez Napoléon. Vous imaginez que ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays européens. Et même en France, hein, Napoléon est un personnage qui divise. Il y a des Français qui adorent Napoléon, qui font encore des reconstitutions historiques, par exemple, de ses principales batailles. Et puis, il y a des Français qui disent, mais non, non, c'était tout simplement un dictateur. Et, enfin, il l'était, il l'était. Il a fait beaucoup de mal. Alors, il y a beaucoup de légendes autour de ce couple. Est-ce qu'il y a eu de l'amour ou pas? J'aimerais bien que vous me mettiez d'ailleurs sur le chat vos commentaires. Je vais essayer d'en lire certains.
Alors, d'après ce que j'ai lu, encore une fois, je ne suis pas professeur d'histoire, d'accord? Je suis professeur de français, mais je m'intéresse énormément à l'histoire. Alors, ça dépend du point de vue duquel on se place. Pour certains, Marie Walewska était un outil politique des nationalistes polonais. Évidemment, nationaliste n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, attention, d'accord? Mais pour l'époque, cette pauvre Marie Walewska n'était qu'un outil des Polonais pour que Napoléon les aide à reconquérir leur pays. On ne sait pas. Vous avez une légende très romantique qui dit que Marie Walewska se serait mise sur le chemin de Napoléon quand il allait vers la Prusse et qu'il lui aurait dit à Boulogne, si je prononce bien. Alors, attendez, laissez-moi retrouver mes notes. Et qu'il lui aurait dit Sire, soyez les bienvenus sur cette terre de Pologne. Vous foulez une terre de héros. Fouler, ça veut dire vous marchez. Hein, vous êtes sur une terre de héros. Alors, il y a certains historiens qui ne sont pas du tout d'accord avec cette version, puisque Boulogne n'était pas tout à fait sur les chemins. Ça aurait fait en sorte que Napoléon aurait dû faire un détour qui lui aurait pris du temps. Donc, c'est plutôt la version romantique. La vérité, c'est qu'il y a un personnage assez machiavélique à l'époque. Alors, si vous les connaissez, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. Un diplomate français qui boitait. Il est connu principalement pour ses défauts physiques et pour être très machiavélique. Il a été ministre de Napoléon et des régimes des deux rois qui ont succédé à Napoléon. Alors, je ne vois pas dans les commentaires, qui est ce diplomate français. Alors, Talleyrand. Il paraît que c'est Talleyrand qui aurait offert, même si ce mot n'est pas très joli, mais c'est le terme en fait employé à l'époque, c'est Talleyrand qui aurait offert Marie Walewska à Napoléon. Alors, le but, évidemment, c'était, paraît-il, politique. Cela n'empêche pas qu'il y a eu une histoire d'amour, au moins au début. Au début. Et Napoléon est tombé amoureux du charme, de la beauté, de la simplicité de Marie Walewska. Il aurait dit, je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne désire que vous. Ils ont eu un enfant ensemble, Alexandre, qui a eu une destinée assez importante en France et qui a donné, d'ailleurs, petite parenthèse socio-culturelle, qui a donné naissance à une petite dynastie commerçante en France. Je ne savais pas, je l'ai appris en préparant cette émission. Alors, hop, je vais changer la diapositive. Alors, et vous connaissez mieux que moi sans doute l'histoire entre Napoléon et la Pologne. Les Polonais de l'époque ont mis beaucoup d'espoir en Napoléon, puisque le souhait c'était que Napoléon donne la liberté à la Pologne. Évidemment, derrière, il y avait des intérêts politiques. Napoléon ne voulait pas se fâcher ni avec la Prusse, ni avec l'Empire austro-hongrois. Donc, il n'a pas été tout à fait sincère. Il a délaissé Marie Walewska. Il a dû retourner. Je vous rappelle qu'il était encore marié avec Joséphine. Entre-temps, il lui demande le divorce puisque Joséphine ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Elle était, comment on dit, elle ne pouvait pas tout simplement donner naissance à un enfant. Donc, Napoléon cherchait à avoir un mariage
qui lui permettent de monter dans les échelons sociaux. Donc, il va épouser Marie-Louise. Il va épouser Marie-Louise et il va délaisser complètement la pauvre Marie Walewska. On sait que pendant son séjour à l'île d'Elbe, Marie Walewska va lui rendre visite avec son fils, mais en même temps, Marie-Louise est arrivée. Et Napoléon, qui voulait éviter à tout prix des problèmes et de querelles maritales, il a caché, dit-on, il a caché Marie Walewska et il l'a renvoyée sur le continent avec son fils. Voilà, donc on peut dire que l'histoire de Napoléon, c'est l'histoire d'un espoir entre la Pologne et Napoléon, c'est l'histoire d'un espoir dessus. Je suis allé il n'y a pas très longtemps à Toruń et j'ai vu cette plaque commémorative sur le passage de Napoléon dans la ville de Toruń. Donc c'est un souvenir très important pour vous, pour les Polonais. Alors, est-ce que Marie a été un outil politique au service des Polonais? C'est difficile de le dire, évidemment, avec nos moyens à nous, beaucoup de temps à passer, évidemment, c'est difficile de le dire. Certains historiens, ça divise encore les historiens, est-ce que c'est une véritable histoire d'amour ou pas? D'après ce que j'ai pu lire, ils se sont aimés au début, mais très vite, la politique a pris le dessus. Vous savez, Napoléon, il n'était pas vraiment très romantique. Son but principal était toujours la politique. Il disait d'ailleurs, les hommes et les femmes ne font pas bon ménage et c'est la politique qui prime avant tout. Ok? Donc, je vous ai mis le portrait du comte Walewski, c'est le fils que Marie Walewska a eu avec Napoléon et il y a en effet une ressemblance physique. Hein. Ensuite, alors, on avance. Et je vais vous parler maintenant d'un personnage qui m'a passionné. J'ai eu énormément de plaisir à travailler sur ces personnages parce que je ne les connaissais pas du tout. Alors, il s'agit de Isabella. Alors, vous les trouvez sur différents noms. Isabella, Isabelle, Elżbieta, Czartoryska. J'ai eu l'occasion de visiter il y a la semaine dernière Puławy, où se trouve le palais de la famille Czartoryski. Et c'est une merveille, c'est une merveille. Alors, cette histoire, elle n'a pas duré longtemps. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Czartoryska, c'était une femme et un petit peu légère. Elle a eu beaucoup d'amants. Et si vous aimez la littérature, les romans historiques, j'ai découvert qu'il y a un roman sur son histoire. Alors, je vous les mets, vous pouvez le voir ici à l'écran. Et si vous voulez approfondir vos connaissances en histoire, évidemment, vous avez les mémoires du Luc de Lausanne. Alors, c'est un livre qui a une petite histoire, puisque il a été caché par Napoléon, encore lui. En fait, le duc de Lausanne a écrit ses mémoires. Dans ses mémoires, il décrivait les rapports qu'il a eus avec plusieurs femmes. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais Isabella Czartoryska, il n'a été qu'une femme parmi tant d'autres. C'était un livre brûlant parce qu'il décrivait les rapports qu'il avait eus avec plusieurs femmes de l'aristocratie de l'époque. Alors, elles étaient jeunes à ce moment-là. Ces femmes se sont mariées, ont eu des enfants, se sont mariées avec des nobles, des personnages importants de l'époque. Et donc, ce livre est devenu dangereux. Quand Napoléon a su que ces livres existaient, il voulait à tout prix le brûler. Mais la fille de Joséphine, sa femme,
sa première épouse, a eu ces livres entre les mains. Elle a compris assez vite que c'était un livre important. Elle a demandé une copie, à ce qu'on fasse une copie de ces livres. Et c'est grâce à cette copie que nous avons les mémoires du duc de Lausanne, dans lesquelles il raconte sa rencontre avec Isabella. Napoléon, il ne savait pas, évidemment. Après, il est parti en exil, etc. Le livre a été publié. Mais il a cru avoir brûlé les livres. Il ne savait pas que sa belle-fille avait demandé une copie en secret. Et donc, dans ces livres, nous connaissons l'histoire d'amour de Isabella et du duc de Lausanne. Alors, qui a été une histoire un petit peu tragique, courte, mais tragique, puisque on raconte qu'ils se sont rencontrés à Londres, dans un bal, comme beaucoup de ces personnages, et qu'ils seraient tombés amoureux, éperdument l'un de l'autre. C'était un coup de foudre. Et quand ils se sont séparés, Isabelle n'aurait pas supporté cette séparation, elle aurait tenté de se suicider, lui aussi de son côté. Voilà, un drame typique un petit peu du siècle des Lumières. Mais tous les deux, ils se sont remis très vite de leur chagrin d'amour puisque ils ont continué à avoir des relations ailleurs. C'est une femme qui a eu beaucoup d'hommes. Alors, je vous mets quelques, et tous importants, je vous mets quelques personnages. Alors, mais avant de vous montrer les personnages, j'aimerais vous parler aussi des centres culturels en Pologne que j'ai découvert en préparant cette émission. Les centres culturels en Pologne au XVIIIe siècle. Alors, vous avez le palais Puławy, c'est une merveille. Si vous n'avez pas l'occasion, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller. C'est très facile. C'est à peu près à 1 heure en train de Varsovie. Et voilà, je vous mets quelques photos, hop, que j'ai pris moi. Alors, ça, ces messieurs, c'est le prince Adam Czartoryski qui a eu une influence politique assez importante dans votre pays. Vous connaissez sans doute mieux que moi son histoire. Alors, voici les hommes d'Isabella. Alors, vous pouvez voir Constantin Adam, qui est le fils du duc de Lausanne et d'Isabella, qui a eu aussi, tout comme les fils de Marie Walewska et Napoléon, qui a eu une destinée politique assez importante. Alors, nous avons l'époux donc d'Isabella, le prince Adam Czartoryski. Ensuite aussi, elle a eu une liaison avec le roi de Pologne, Stanislas Auguste, le duc de Lausanne, Xaver Branicki et Nicolas Repnin. Tous des hommes assez influents, des hommes importants pour l'époque. Et je vous mets donc quelques images du palais Czartoryski à Puławy, qui est un musée qui retrace la destinée de cette princesse, de ces personnages passionnants, passionnants. Sincèrement, je vous dis honnêtement, de tous les personnages que j'ai dû étudier pour cette émission, c'est peut-être mon personnage préféré. Alors évidemment pas peut-être ses côtés, les histoires d'amour, oui, évidemment, c'était une femme libre, c'était une femme très intelligente, mais c'était aussi une femme mécène, une femme qui a protégé les arts en Pologne et qui a ouvert un salon littéraire. Si je ne me trompe pas, c'est elle qui a ouvert le premier musée en Pologne. Et vous avez le musée que j'ai eu l'occasion de visiter, le musée Czartoryski à Cracovie, qui est une merveille où vous pouvez voir le tableau La Dame à l'Hermine de Vinci. Alors, voilà quelques photos du palais. Ah, ça, c'est moi qui ai pris ces photos.
Une merveille, vraiment. En plus, j'ai eu de la chance. Il faisait très, très, très beau ces jours-là. Voilà. Alors, et j'ai découvert que malheureusement, alors parmi ces centres culturels du 18e siècle, il y a ce qu'on appelle à Varsovie les Palais Bleus. Il me semble, si vous habitez à Varsovie, vous pouvez me le mettre dans les commentaires, qu'il est abandonné. Hein. Il est laissé à l'abandon et je suis passé devant par curiosité. J'ai pris ces photos et c'est vrai que ça a l'air fermé. Il paraît que de temps en temps, on y fait des concerts, des choses comme ça. Mais voilà, il paraît qu'il est un petit peu à l'abandon. Donc, c'est le pal bleu. Ensuite, alors, nous allons passer à l'histoire d'amour d'Honoré de Balzac et de Madame Hanska. Alors, c'est avant tout un amour épistolaire qui a duré très très longtemps. Vous connaissez sans doute Balzac, c'est l'un de nos plus grands romanciers. En France, vous avez des rues, des écoles, des institutions, des quartiers qui s'appellent Balzac. C'est l'un de nos principaux auteurs réalistes du 19e siècle. Alors, il a écrit un livre sur les mariages où il prend défense des femmes pour dire que, ben, à l'époque, les pauvres, elles étaient malheureuses puisque elles faisaient des mariages arrangés et qu'elles avaient toute la liberté pour partir, pour trouver le bonheur. Évidemment, à l'époque, ça a énormément plu. C'était un petit peu être féministe avant l'heure et ça lui a valu l'admiration de beaucoup de femmes. Parmi ces femmes, une femme mystérieuse qui lui écrit des lettres depuis l'Ukraine, en lui disant que c'est un écrivain qui a compris, qui a su comprendre les femmes. Et petit à petit, une relation épistolaire s'établit entre eux. Cette relation épistolaire va durer très très longtemps et Madame Hanska va suivre toute l'histoire de la comédie humaine. Alors, la comédie humaine, ce sont tous ces romans que Balzac a écrits. Certains sont devenus célèbres. Vous pouvez regarder des films basés sur ces romans de Balzac. Vous pouvez les trouver gratuitement sur YouTube très facilement. Je vous ai mis les liens. D'ailleurs, vous trouvez le film Balzac en français gratuitement. Alors, voici quelques romans de Balzac qui sont devenus célèbres. Et Madame Hanska, elle donnait son avis. Elle donnait son avis sur certains romans. Tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire comme ça. Je n'aime pas ces personnages. Elle a suivi l'évolution de la comédie humaine. Donc, c'était aussi un petit peu son conseiller littéraire, d'une certaine façon. Alors, vous avez des romans très célèbres comme La cousine bête, Eugénie Grandet, qui a été traduit dans plusieurs langues. Je vous mets d'autres romans. Vous avez La peau des chagrins, qui est considéré comme un roman un petit peu métaphysique. Hein. C'était l'époque aussi, Balzac aimait beaucoup tout ce qui était l'au-delà, euh, les esprits. N'oubliez pas que c'est aussi la période un petit peu des Kardec, d'accord, qui va venir un petit peu après. Mais Victor Hugo aussi, il aimait beaucoup tous ces mondes de l'au-delà, des esprits. D'accord. Donc, La peau de chagrin nous raconte un petit peu cette aventure spirituelle ou ces inquiétudes spirituelles de Balzac. Alors, voilà pour ces romans. Mais je suis peut-être désolé de vous décevoir, Madame Hanska n'a pas été le seul amour de Balzac. C'est un amour qui est arrivé après. Ça a été tout d'abord une relation, on ne peut pas parler encore d'amour, une relation épistolaire. Balzac a eu une femme
pendant sa jeunesse, qui s'appelait Laure de Berny, qui a eu une importance capitale dans la vie de Balzac. Balzac, et vous pourrez le voir dans le film qui lui a été consacré, avait une relation très difficile avec sa mère. Et Laure de Berny a un petit peu pris le rôle de sa maman. Elle est devenue aussi sa conseillère littéraire à ses débuts, quand Balzac a commencé à écrire. Je vous ai mis le lien, vous pouvez chercher, c'est un documentaire sur cette histoire d'amour entre Laure de Berny et Balzac. Madame Hanska connaissait, elle avait des amis, des Polonaises qui habitaient en France, et ces amis lui racontaient tous les potins, toutes les histoires, tous les ragots de Paris, et évidemment sur Balzac. Donc Madame Hanska, elle savait qui Balzac fréquentait. Et on a des lettres où elle lui dit, où elle se montre jalouse. Ah, on m'a raconté que tu fréquentes telle femme, attention. Balzac, il n'était pas toujours sincère. C'était un homme à femme. Et évidemment, il cachait ses amours et il n'a pas été tout à fait sincère. Et beaucoup de gens pensent en fait que Balzac, il continuait cette relation avec Madame Hanska parce que c'était une femme très riche. C'était une femme qui avait une fortune assez importante. Et on pense que ses côtés, l'argent n'était pas, que cette relation n'était pas tout à fait désintéressée. Donc, cette correspondance a duré plus de 16 ans. Vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, toute la correspondance de Balzac et de Madame Hanska a été éditée. Euh, voilà, bah, si vous aimez l'histoire, et je vous ai mis des scènes du film jouées, vous reconnaissez sans doute l'acteur, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et oui, ben, évidemment, c'est Gérard Depardieu. Et vous avez dans le rôle de Madame Hanska, Fanny Ardant, hein, Fanny Ardant, une très grande actrice française. Alors, il nous reste juste 7 minutes, donc je suis obligé d'aller un peu plus vite. Voilà, là vous pouvez trouver donc le nom du film, ça s'appelle Balzac tout simplement, et réalisé par José Dayan en 1999. Un très beau film qui s'attarde beaucoup sur la relation entre Balzac et Madame Hanska. Voilà, Madame Hanska qui était mariée, j'ai oublié de le signaler, et ils ont caché cette relation épistolaire d'abord au mari, mais il est mort. J'ai envie de dire heureusement pour Balzac, il est mort. Ils se sont mariés, Balzac a fait un voyage, ils se sont vus plusieurs fois dans différentes villes européennes et il a fait un voyage jusqu'en Ukraine pour rencontrer, ils se sont rencontrés 2 fois. Et la deuxième fois, Madame Hanska, elle était déjà veuve, ils ont voyagé en France et ils se sont mariés. Et c'est une histoire terrible puisqu'ils ils n'ont pas eu le temps de profiter de cet amour, si amour il y eut, puisque Balzac est mort peu de temps après. Voilà. Et si vous êtes curieux d'histoire, vous pouvez visiter le musée Balzac à Paris, évidemment. Alors, la maison où il a vécu avec Madame Hanska n'existe plus, mais il y a une rue qui s'appelle Balzac où il y a un musée en l'honneur de l'écrivain. Si vous allez à Paris, ça vous fera une petite promenade. Alors, nous avons donc quelques mots d'amour que Balzac donnait à Madame Hanska tout au long de leur correspondance. Ma chère âme, cher ange aimé, mon amour chéri, ma minette, etc., etc. Alors,
Couple suivant. Alors, je suis peut-être désolé aussi de vous décevoir, mais Marie Curie n'a pas été uniquement la femme de Pierre Curie. On connaît son mariage avec Pierre Curie, tous les deux scientifiques, ils se sont aimés, ils ont eu deux enfants, deux filles, et Pierre Curie va mourir de manière accidentelle, écrasé par un cheval. D'accord? Vous connaissez cette histoire. En France aussi. C'est comme ça qu'on nous vend Marie Curie. Mais l'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. N'imaginez surtout pas une Marie Curie enfermée dans son laboratoire. Absolument pas. Elle a énormément souffert de la mort de son mari, mais elle a aussi souffert de solitude. Elle était encore relativement jeune et elle est tombée amoureuse de Paul Langevin, collègue scientifique aussi, ami de son mari. Ils sont tombés amoureux. Le problème, c'est que Paul Langevin, il était marié et il était marié à une femme assez difficile. C'est le stéréotype, le prototype de ce qu'on appelait à l'époque la femme hystérique. D'accord? C'était une femme assez désagréable qui a tout fait quand elle a découvert la relation de Marie Curie avec son mari. Elle a tout fait pour humilier, pour dénoncer cette liaison, pour humilier Marie Curie. Alors, et c'est une histoire qui a divisé la France. Jeanne Langevin est représentée le modèle de la mère française à l'époque. Parfaite, une bonne mère de famille, honnête, etc. Alors que Marie Curie, elle était l'étrangère. C'était la briseuse de couple. Il fallait absolument qu'elle parte du pays. Il y a eu un procès qui a eu un retentissement à l'époque énorme et un fait divers, c'est devenu en fait un fait divers et qui a divisé la France. Et en même temps, on nous dévoile à travers les films, les romans qui ont été faits sur cette relation. Alors là, vous avez une image d'un film, le tout dernier film qui a été fait sur Marie Curie, joué par une actrice polonaise, Karolina Gruszka, si je prononce bien. Euh, donc, c'est une femme qui a eu le courage de vivre cette liaison. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Ils ont dû se séparer et Paul Langevin est revenu avec sa femme. Sa femme d'ailleurs qui le tapait, c'était une femme violente. Et on a des témoignages comme quoi, en fait, cette femme, encore une fois, qui était presque le cliché de la femme hystérique de l'époque. Et il souffrait énormément puisqu'elle le tapait, elle le battait. Hein. C'était un homme battu, un homme battu. Donc c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi la rencontre entre deux solitudes, deux souffrances dans cet univers scientifique. Ensuite, alors, je suis obligé d'aller très vite puisque nous avons bientôt fini. Alors, je vous montre donc voilà le nom du film, Marie Curie, tout simplement. Vous le trouvez encore, si je ne me trompe pas, sur Netflix. Et si vous aimez la littérature, vous avez un roman écrit par Irène Frein qui raconte l'histoire de la liaison entre Marie Curie, Marie Skłodowska. Oui, désolé, je sais que vous la connaissez surtout comme ça. En France, on la connaît principalement comme Marie Curie. Et dans ces livres, donc, on raconte l'histoire de Marie Curie et Paul Langevin. Et pour finir, dernier couple. Alors, je suis désolé, on a dû aller très vite. Et je vous rappelle que ce n'est pas fini. Il y aura peut-être une deuxième partie avec d'autres couples franco-polonais. Moi-même, j'étais assez étonné d'apprendre qu'il y avait autant de couples de nos deux pays. Alors, et le dernier couple, plus proche de notre époque, c'est entre l'actrice française Anouk Aimée et Daniel Olbrychski.
Alors, Récit d'un coup de foudre, ça se passe dans le monde du cinéma. Alors, Anouk Aimée, c'est l'égérie de Claude Lelouch. Ils se sont rencontrés lors d'un tournage d'un film. Ils sont tombés amoureux. Enfin, c'est surtout Anouk Aimée qui est tombée amoureuse du charme de cet acteur polonais. Mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début, que la politique n'est jamais très loin. Et en fait, quand les autorités communistes ont découvert la liaison d'Anouk Aimée et d'Olbrechtsky, pardon, ils sont allés frapper à la porte de sa femme pour lui demander d'aller tout de suite à Paris chercher son mari infidèle, mais surtout dans le but d'obtenir des renseignements sur d'Occident, d'avoir des renseignements sur le monde, l'Europe occidentale, de la part des Polonais qui étaient en exil en France. Voilà. Donc, vous voyez que l'histoire, la politique n'est jamais très, très, très loin. Alors, l'histoire s'est mal finie. Le couple, ils se sont vus pendant un moment à Paris. Ils ont vécu une histoire d'amour qui n'a pas duré. Le couple de Daniel Olbrechtsky et sa femme n'a pas supporté la pression. Ils se sont séparés. Et Anouk Aimée, elle s'est mariée par la suite plusieurs fois. Donc, 4 fois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'était la dernière histoire d'amour. Je vois que c'est l'heure et je vous mets ici, si vous avez le temps de prendre une capture d'écran, les liens, les principaux liens qui m'ont servi à préparer cette émission. Encore une fois, j'ai eu énormément de plaisir à la préparer. Il y a énormément de choses que j'aurais pu dire encore, mais malheureusement, on est un peu limité par le temps. Voilà. Donc, écoutez, ça a été un plaisir pour moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous entendre. J'ai pu lire juste quelques commentaires. En tout cas, j'ai été ravi d'avoir fait votre connaissance à distance, que vous ayez été nombreux à écouter cette émission et j'espère qu'il y aura bientôt une suite. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci à vous. Merci, merci. Au revoir. Merci Tamara. Merci beaucoup.